Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Koressi, je suis ingénieur avant-vente chez Chainguard. Ça fait 6 mois que je suis dans la boîte. Et donc un peu sur moi, j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans le domaine du DevSecOps, dont une partie chez les éditeurs. J'étais notamment chez Datadog, donc autour de l'observabilité. Euh, Aujourd'hui, donc, le plan, c'est de parler de la sécurité de la supply chain. De la surface d'attaque toujours grandissant autour de la supply chain. On va avoir quelques exemples ensemble. On va parler de ce que ChainGuard propose en termes de solutions. Il y aura une partie plus pratique. Et puis enfin, si vous, voulez, si vous le voulez, quelques éléments pour savoir comment commencer dès aujourd'hui. Petite question, qui a déjà vu l'une des attaques que je vais mettre sur l'écran? Donc, commencer par Trivi, Aquasec de façon générale, Light LLM et bien évidemment Shai-Hulud. Je pense que presque tout le monde, j'imagine. Euh, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je pense que la dernière en date, c'est Trivi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Aquasec a été victime d'une attaque. Et il y a une organisation, l'organisation qui est derrière ça, qui s'appelle PCP, Team PCP, qui a dérobé pas mal de credentials et ils en ont utilisé certains pour déployer une version malicieuse de Trivi, du coup qui a été utilisée pour dérober encore plus de credentials, dont des API keys, des SSH keys et tout un tas de secrets à différentes organisations. Au total, ça représente à peu près 300 gigas de données, 300 gigas de credentials. Donc, le pire n'est pas derrière nous, c'est probablement à venir. Donc ça, c'était pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Il y a un point commun entre toutes ces attaques. Le premier point commun, c'est qu'à chaque fois, on instrumentalise en quelque sorte la confiance que les gens ont en ces outils. Un outil de sécurité comme Trivi qui est trusté par énormément d'organisations à travers le monde et qui a énormément de permissions aussi. Ça a accès à des API keys, etc. Et l'autre chose, c'est que de plus en plus, et ça, ce n'est pas spécifique à Trivi, mais à la plupart des attaques ciblant la supply chain dans les semaines et mois qui viennent de passer, c'est de plus en plus les attaquants ciblent non pas le source code, parce que c'est beaucoup plus difficile, mais plutôt quelque part entre le build et la distribution. Parce qu'il y a énormément de dépendances maintenant que les gens ont, sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Et donc ça, c'est voilà, quelque chose qu'on a noté en point commun entre les différentes attaques. Petite question, qui dans la salle a l'un de ces mots dans son profil? OK. Une autre question un peu plus délicate. Qui a déjà utilisé l'une de ces phrases dans votre organisation? Soyez honnête. OK. Il y a quelques-uns qui se déclarent. Alors, là, cette fois-ci, c'est un peu différent. J'ai pris un exemple d'application fictif, donc qui s'appelle Doctovit. C'est une appli de prise de rendez-vous en ligne. Donc, c'est une appli qui est critique, qui contient énormément de données sensibles. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Sur cette appli, j'ai mis comment on appelle, une pipeline de CI/CD qui teste des CVE. Donc, comme on peut le voir, il y en a plus de 1700. Et si je me place dans la peau d'une organisation qui est composée de développeurs, d'ingénieurs sécurité, etc., ça, c'est un peu le process que je vais suivre en temps normal pour dealer en quelque sorte avec cet incident. Donc, je vais commencer par le triage, je vais analyser, comprendre ce qui s'est passé, essayer de quantifier l'impact de ces CVE. Ensuite, je vais probablement demander à l'équipe de développement de se renseigner, en gros, d'appliquer des patchs. Donc, cette équipe-là va probablement attendre qu'il y ait des patchs qui sont disponibles.
Ils vont tester ces patchs, rebuilder l'application, la tester et vérifier que ça fonctionne bien avec leur propre environnement avant de repasser la semaine d'après, à peu près le même process encore une fois. Et ça, chez GenGuard, c'est ce qu'on appelle le cycle infernal des CVE. On n'en finit jamais. Ça continue, ça continue, ça continue. Et voilà, ça génère énormément de friction entre les différentes équipes. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile à résoudre à grande échelle. Et pendant ce temps, bien évidemment, les hackers, ils se frottent la main. Et si il y avait une autre façon de faire notre philosophie chez GenGuard, c'est la sécurité par défaut, par design. C'est simple, c'est moins de code dans vos applications, moins de CVE. Moins de CVE, ça veut dire une surface d'attaque plus réduite. Et comment ça se matérialise dans la pratique? C'est à peu près 2 modules, GenGuard Container à droite. Donc ça, c'est des images de containers sécurisés pour à peu près 2200 projets open source. Par projet open source, j'entends ici des images de base comme Node, Python, Java, etc. Donc, que vous allez pouvoir utiliser comme une base saine, solide pour construire vos applications. Et à droite, il y a GenGuard Libraries. Et ça, c'est des dépendances sécurisées avec de la remédiation de CVE, mais aussi et surtout, vous savez d'où est-ce que vous récupérez ces packages. Vous savez qu'il n'y a pas de malware qui est injecté dedans. Et ça, c'est une garantie qu'on offre grâce à notre environnement de build sécurisé qui est certifié SALSA 3 pour ceux qui sont familiers. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne dans notre usine de build? On commence, en gros, pour les 2200 projets dont j'ai parlé, on les build daily. Donc, chaque jour, on va scanner tous ces projets, on va les rebuilder toutes les dépendances de chaque projet. Il y a énormément d'automatisation qui sont en jeu ici. Et évidemment, on va tester tous ces projets avec les tests unitaires et les tests d'intégration qui sont déjà disponibles dans les projets open source. Notre vocation, ce n'est pas de se différencier, ce n'est pas d'être une alternative à ces projets, mais plutôt de rester aussi fidèle que possible à ces projets. Ce qui veut dire qu'on fait un delta avant-après avoir appliqué chaque patch qu'on va corriger. Et si jamais il y a une différence, typiquement, on ne va pas le release. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, encore une fois, daily pour les 2200 projets qu'on offre à nos clients. Et l'idée, c'est que ça ne change rien de vos workflows classiques. Ça veut dire que vous pouvez continuer à utiliser vos opérateurs cloud, comme d'habitude, vos outils de Synapse, les différents scanners que vous utilisez, votre écosystème de façon générale, que ce soit les artefacts managers, que ce soit les outils de CI, etc. Et nous, on va s'intégrer avec ces différents outils et faire en sorte que ça marche exactement comme d'habitude. Donc ça, c'est un peu la philosophie de GenGuard. Maintenant, on va prendre un cas pratique ensemble. J'ai pris quelques screenshots. L'idée, c'est de vous donner une idée de comment est-ce que ça se passe dans la réalité. Donc ça, c'est la stack applicative, très simple. Une appli Python avec une base Postgres, un cache Redis et puis un reverse proxy Nginx. Donc on commence par un cas. J'ai fait exprès de prendre une image qui est vieille, 3.9 Buster. Et si on fait une analyse de cette image-là, on peut voir qu'il y a énormément de vulnérabilités. Et donc, certaines de ces vulnérabilités-là peuvent être utilisées pour des tâches malicieuses. Mais il y a un problème un peu plus vaste que les vulnérabilités. Il y a déjà la surface d'attaque qui est très, très grande. Et il y a énormément de librairies qui sont installées sur cette application-là, dont on n'a aucune information sur la provenance. Et donc, ça rajoute encore plus à notre surface d'attaque. Ça, c'est un exemple. Alors, notre image 3.9 Buster contient un utilitaire qui s'appelle Convert. C'est un utilitaire en soi, qui est là par défaut, qu'on n'a pas besoin d'installer. Mais comme vous pouvez le voir ici,
il y a moyen de fabriquer, d'exploiter en quelque sorte une faille dans cette utilitaire-là pour lister n'importe quel fichier qui existe sur le file system. Là, c'est l'exemple du .env de notre application, mais ça pourrait être, par exemple, le fichier /etc/password, ou alors le fichier shadow, sans problème. Alors, ça, c'est un vrai souci. Si quelqu'un a accès à ces informations-là, typiquement, la personne a accès à votre base de données et la personne peut faire tout ce qu'elle veut. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer cette application-là. On va faire une première itération, donc en utilisant une image 3.12, donc, qui va contenir beaucoup moins de CVE que la 3.9. Mais le problème, c'est que la surface d'attaque est toujours là, en quelque sorte, parce qu'il y a toujours l'outil convert qui existe par défaut sur une image 3.12. Et donc, encore une fois, si on réexécute la même commande, bien qu'on utilise une image 3.12, on va pouvoir lister quand même le fichier sans problème. Et du coup, une itération encore au-dessus, c'est de ne pas utiliser une image classique qu'on va récupérer depuis Docker Hub, mais c'est d'utiliser une image fournie par TienGuard. Et là, comme on peut le voir, si on essaie d'exécuter la même commande, on a un retour comme quoi il n'y a pas de shell. Je vais revenir un peu là-dessus, mais les images que TienGuard propose, c'est les images qui sont distroless. Par défaut, il n'y a pas de shell, pas de packet manager. Ça contient vraiment le strict minimum que votre application a besoin pour tourner en production. Donc ça veut dire une surface d'attaque, encore une fois, plus réduite. Et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à un tel résultat? Donc encore une fois, c'est une application qui est simple, mais juste pour montrer un peu l'idée. À gauche, on a le Dockerfile que j'ai utilisé pour l'application. Comme on peut le voir, on a l'image Buster, on installe nos requirements et puis on exécute l'application. Il y a quelques éléments qui vont changer. Donc à droite, on a la première étape qui consiste à utiliser une image fournie par TienGuard au lieu d'une image Docker Hub. Ensuite, on va installer nos dépendances dans un répertoire spécifique. Et pour le coup, on va transformer notre Dockerfile en Dockerfile multi-stage. Donc le premier stage qu'on va utiliser pour builder l'application, où on utilise une image, on va dire, avec beaucoup plus d'utilitaires, avec des outils de build. Et un deuxième stage où on utilise vraiment le strict minimum. Et là, comme on peut le voir, le deuxième stage consiste tout simplement à copier tout ce qu'on a créé avant dans la nouvelle image distroless, du coup sans shell, sans packet manager. Et enfin, on a l'entry point qui est Python cette fois-ci. Et donc, voilà, il n'y a pas de bash qui est accessible. Même si quelqu'un est root sur ce container-là, la personne ne peut pas faire grand-chose parce que voilà, on a tout simplement accès à l'interpréteur Python. Okay? Donc, encore une fois, surface d'attaque très réduite, presque zéro CVE. J'insiste sur le presque parce que c'est difficile d'atteindre le zéro CVE tout le temps. Des fois, ça peut être le cas. Quelques heures après, quelques jours après, voilà, ça ne va pas être le cas. Alors, le résultat ici, donc ça, c'est une image qui est disponible sur notre site web public. Donc, c'est une image Python classique. À droite, on peut voir qu'il y a plusieurs centaines de CVE, dont énormément de CVE high et critiques. Donc, ça, c'est les CVE qui posent le plus de problèmes. Et à gauche, on a l'équivalent de TienGuard. Donc, de façon consistante, on est en dessous de 10 CVE. Et dans la plupart du temps, on est à 0. Okay? Au-delà de la différence en termes de nombre de CVE, on a aussi la différence en termes de taille. Comme on peut le voir à droite, on a à peu près 400 mégas pour une image, alors que la version TienGuard est beaucoup plus minimaliste, est beaucoup plus réduite. On a moins de 25 mégas. Et ça, c'est un trend qu'on est capable de garder vraiment au fil du temps. Ce n'est pas de le faire une fois, comme on a vu avec l'exemple que j'avais montré plus tôt.
Ce qui est difficile dans ce process, ce n'est pas d'arriver à 0 CVE, mais c'est de le maintenir de façon consistante et de façon continue. Alors, donc, avec ce qu'on a fait, juste en utilisant une image ChainGuard classique, on peut se débarrasser de la plupart des CVE au niveau OS. Okay? Mais on a toujours des CVE au niveau applicatif. Typiquement, j'utilise une application Python. Je peux voir ici que j'ai la librairie IOHTTP qui est utilisée et qui a énormément de CVE ici, dont des I. Le problème, c'est que si vous regardez tout en haut, la première, on a un CVE qui est I, qui a 78% de score CVSS. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un CVE que quelqu'un peut utiliser pour nous attaquer. Bien que niveau OS, on soit en quelque sorte protégé, niveau applicatif, ce n'est pas encore le cas. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour adresser également ce point. Alors, j'ai parlé, alors du coup, ça c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut exploiter le CVE tout en haut. On fait un curl localhost sur index. On peut voir que la page nous répond. Par contre, en bas, si on fait un curl et qu'on spécifie un fichier en particulier, ben en fait, ça nous répond exactement avec le contenu du fichier. Donc, c'est une faille de, comment on appelle, directory traversal. Et ça, c'est un vrai risque. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour lister tous les secrets qui sont disponibles sur l'OS, bien qu'on n'ait pas de shell, bien qu'on n'ait rien d'autre. Donc, si on utilise les dépendances sécurisées de ChainGuard, l'un des avantages qu'on va avoir, surtout pour Python, c'est déjà une rémédiation de ces failles, de ces CVE au niveau applicatif. Donc, si on jette un coup d'œil sur un scan après avoir appliqué, forcé en quelque sorte l'usage d'une librairie ChainGuard pour IOHTTP, on peut voir que ici, le tag change. Donc, au lieu d'avoir 3.9.1, on a une chaîne de caractères qu'on ajoute en plus, donc plus CGR.2. Ça veut dire que c'est un package qui provient de ChainGuard et auquel on a appliqué 2 patchs en plus. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir éviter la faille qu'on avait vue avant. Donc, si je vous montre un exemple, encore une fois, de exactement la même commande, on peut voir qu'on se prend un 404 not found. Et ça, c'est le comportement qu'on souhaite au lieu de répondre avec le contenu de n'importe quel fichier qui existerait dans le répertoire. Donc, le premier bénéfice qu'on peut avoir ici, c'est, on va dire, en termes de signature, en termes de remédiation de CVE. Donc, ça, on en a parlé. Mais il y a d'autres bénéfices. Et là, en l'occurrence, je parle de la partie vérification. Donc, tout ce qu'on produit provient de notre usine de build, encore une fois, qui est très sécurisée, sur lequel il y a, on va dire, on peut très difficilement altérer quoi que ce soit. Donc, il y a une intégrité qui est là. On peut vérifier que n'importe quelle librairie ou artefact, de façon générale, provient de ChainGuard. Donc, ça, c'est des vérifications qu'on peut intégrer dans nos chaînes de CI pour vérifier à chaque fois que les artefacts qu'on va utiliser pour construire nos images proviennent bien de ChainGuard. Et évidemment, on peut aussi intégrer ces vérifications dans notre runtime. Par exemple, si vous utilisez Kubernetes, vous pouvez utiliser le Policy Agent ou des outils comme Kyverno, etc. Donc, si je récapitule un peu tout ce dont on a parlé ici, c'est d'abord le risque qui est là, qui persiste. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est un risque qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Au contraire, l'usage d'IA des organisations ne va pas se réduire, elle va s'intensifier encore plus.
Et les attaquants vont avoir de plus en plus accès à des outils de plus en plus puissants, Claude, Codex 5.4, etc. Mais ça pose énormément de problèmes. D'abord en termes de vulnérabilité découverte, mais aussi et surtout en termes d'intégrité. Parce que si 90% du code généré provient de l'IA, comment est-ce qu'on peut être sûr que les librairies qui sont utilisées proviennent d'une source fiable et ne contiennent pas de malware? En fait, c'est une difficulté qui est là de plus en plus. Et surtout, si on fait attention aux dernières news dans l'actualité, l'exemple de Trivi, etc., on se rend compte que finalement, on est de plus en plus vulnérable à ce genre d'attaque parce qu'on ne sait jamais d'où est-ce qu'on récupère les artefacts. Et du coup, donc, j'ai parlé de ChainGuard Image qui permet de réduire le risque au niveau OS, ChainGuard Libraries qui permet de réduire le risque au niveau applicatif, donc qui nous protège contre les malwares, exemple Shai-Hulud, ou même, on a vu l'exemple hier matin, je me suis réveillé, j'ai vu Axios qui a été victime d'une attaque pareille. Donc, typiquement, nos clients qui utilisent Axios, en fait, ils étaient tranquilles parce qu'ils savaient qu'ils récupéraient leur Axios directement depuis ChainGuard et non pas d'un lieu inconnu et invérifiable. Et évidemment, enfin, c'est bien d'avoir un outil comme ça, mais si c'est difficile à utiliser, ça devient compliqué. Donc, on s'intègre avec votre écosystème existant, avec vos scanners, avec votre CI, avec votre écosystème de façon générale. Et c'est très facile à mettre en place. Et donc, si je vous montre un exemple juste dans notre interface, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est public. Hein. Si vous tapez image.chainguard.dev, vous allez pouvoir accéder à ça. Et ça, c'est l'exemple de Python. On peut voir l'ensemble des tags disponibles. Il y a à chaque fois 2 variantes pour chaque version que vous avez. Il y a un variant /dev qui contient beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de packages, etc. Et c'est très intéressant pour le build. Et il y a un variant qui est beaucoup plus minimaliste, qui est distroless et qui est fait pour tourner en production. Et donc, on a accès à la comparaison ici. Donc ça, c'est ce que je montrais dans la capture. On a une attestation, des attestations de provenance, on a des SBOM auxquels on a accès. C'est des SBOM qui sont disponibles, qui sont créés au niveau du build et non pas après. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus représentatif et c'est beaucoup plus vrai. Vous êtes sûr que personne ne peut les altérer et encore une fois, il y a des attestations de provenance qui viennent avec. Et la partie advisories nous permet de fournir de la transparence sur tout ce qu'on fait. En gros, tous les CVE qu'on fait, tous les patchs qu'on va release sur toutes les images sont mis à jour directement au niveau des advisories. Et pour la partie libraries, donc ça c'est l'exemple de Axios. Aujourd'hui, on supporte Python, Java et JavaScript. JavaScript qui est de plus en plus vulnérable à ce genre d'attaque. Donc, si vous les récupérez, voilà, en gros, vous pouvez être tranquille, en tout cas, du point de vue des malwares. Donc, globalement, ça, c'était la presse. Si jamais vous voulez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à faire un tour sur notre stand. On est au F34. C'est juste de ce côté-là. Ou alors, si vous voulez juste récupérer des mascottes Linky, n'hésitez pas à faire un tour. Merci beaucoup. Merci. On peut vous applaudir parce que démarrer la journée comme ça, c'est quand même assez dynamique. Plus aucun problème sur vos supply chains, en tout cas. Enfin, grâce à vous. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ce poulpe? Alors là, c'était la question magique. Hein. Alors, c'est... les enfants, ils aiment bien en général. Voilà, donc vous commencez par attirer les enfants, puis les parents, puis les entreprises. Effectivement, c'est la meilleure approche. Est-ce que vous avez des questions? Une première question à poser. Oh là, monsieur, il a levé la main de manière extrêmement vive. Je pense que ça va être une question qui tue. Il reste quelques minutes. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'est super intéressant.
Moi, j'ai deux questions qui sont un peu liées. Premièrement, par rapport à ce que vous montrez sur le cercle vicieux des CVE, etc., je me demandais du coup par rapport à ChainGuard, at scale, quand on va gérer peut-être des milliers de déploiements, etc., comment en fait, comment on gagne du temps notamment en faisant ou en cassant le cercle vicieux, parce que de ce que je vois, il faut quand même faire le tri, checker nos CVE quand même, et peut-être les venir, les télécharger de ChainGuard. Ma deuxième question, c'est par rapport à tout ce qui est épuration des images que vous avez montrées. Est-ce que finalement, dans un usage très large, on ne risque pas de perdre en opérationnel, en perdant notamment des fonctionnalités qui sont utilisées et que peut-être ChainGuard est venu casser en épurant l'image ou voilà. Merci. Alors, en commençant par la deuxième question, au final, les images qu'on fournit, c'est des images qui ne sont pas différentes des projets à la base. Donc, le processus de test reste le même. On ne va pas modifier, on va juste appliquer le patch au final pour les images. Donc, ça ne va pas casser quoi que ce soit. En tout cas, moi personnellement, j'ai discuté avec pas mal de clients, j'ai bossé avec pas mal de clients et j'ai jamais eu un client qui m'a dit que mon logiciel ne fonctionne pas comme attendu après avoir installé ChainGuard. Et puis, pour la première question, comment est-ce qu'on gagne le temps? Au final, même si ChainGuard existe, est-ce qu'on n'aura pas à faire toutes ces actions? Bah, la plupart de nos clients, une fois qu'ils installent ChainGuard, il y a toujours ce cercle-là, mais c'est beaucoup plus rapide. On est capable, déjà, il y a énormément de temps qu'on perd en train de quantifier l'impact de ces CVE. Et dans la plupart du temps, c'est des CVE qu'on a du mal à quantifier, soit par souci de compétences, parce qu'il faut avoir les compétences pour faire ça, mais aussi pour appliquer le patch. Alors que ChainGuard, non seulement a les compétences pour faire ça at scale, mais aussi on a les experts qu'il faut, qui sont capables de release ça à grande échelle, quoi. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour la qualité de vos réponses. Ce que je vous propose, c'est de retrouver Mohamed directement sur son stand en F34, qui est le stand de ChainGuard. On vous applaudit encore, merci beaucoup. Et